Salam alaikum, Azul Flaouen, bonsoir. Abdelaziz Bouteflika, 82 ans et au pouvoir en Algérie depuis 20 ans, a mis fin à des mois de spéculation dimanche en annonçant qu'il briguerait un 5e mandat en avril. Pour les Algériens, c'est tout sauf une surprise. Mais tout le monde est conscient, du moins, d'une chose, une seule chose. C'est une candidature qui fait peur, qui déshonore le pays, son histoire, ses gloires et ses valeurs. Un 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika ne fera qu'aggraver les maux des mandats antérieurs et donc accélérer le chaos du pays. Dans sa lettre de candidature diffusée par l'APS, Bouteflika évoque pour la première fois sa maladie, qu'il traîne depuis 2012. Il fait ainsi un aveu sur ses ennuis de santé. Bien sûr, je n'ai plus les mêmes forces physiques qu'avant, ce que je n'ai jamais occulté à notre peuple, mais la volonté inébranlable de servir la patrie ne m'a jamais quitté. Et elle me permet de transcender les contraintes liées aux ennuis de santé auxquels chacun peut être un jour confronté, écrit Bouteflika. Il est malade, il le dit lui-même, mais il préfère tout de même se sacrifier pour le bien-être de son peuple. Un média français s'est même interrogé, Bouteflika est-il au courant de sa candidature? Pourquoi Saïd Bouteflika a décidé de présenter encore une fois son frère? Ce sont sans doute les avancées qu'a réalisées notre pays et la conscience des citoyens des enjeux et difficultés qui le guettent qui ont amené ces derniers mois de nombreuses voix au sein de la classe politique et de la société civile à encore me solliciter pour poursuivre la mission au service de la patrie, écrit-il. Bouteflika ou Saïd. Donc, c'est en réponse à toutes les sollicitations et dans un esprit de continuité dans l'accomplissement d'un devoir ultime que j'annonce aujourd'hui ma candidature à l'élection présidentielle d'avril prochain. Accomplissement, dites-vous? Mais de quoi? De la ruine du pays? De son pillage? Du processus de la dictature? Cependant, la déclaration officielle de candidature devant être soumise avant le 3 mars prochain au Conseil constitutionnel devra être accompagnée, comme le stipule la loi électorale, par un certificat médical délivré par des médecins assermentés. Qui s'acquittera de cette tâche? Quels sont les médecins assermentés qui attesteront, en apposant leur signature sur un certificat médical, que Bouteflika jouait d'une santé lui permettant d'exécuter la fonction présidentielle? Et en guise de réponse, le clan a commencé par envoyer des signes. La nomination, par exemple, de Taïeb Belaïz, un proche du chef de l'État à la tête du Conseil constitutionnel, répond visiblement à cet objectif. Messieurs les Bouteflika, messieurs le régime, les décideurs, tous, vous avez déshonoré le rôle du président de la République. Vous avez déshonoré l'image de la patrie. Vous avez déshonoré le rôle du ministre, le rôle du wali. Vous avez déshonoré l'image des institutions. Vous avez fait salir l'image de la politique en Algérie. Dans sa fameuse lettre, Bouteflika évoque l'organisation d'une conférence nationale qui réunirait tous les acteurs politiques, y compris l'opposition, pour aboutir à une série de réformes, une proposition qui ressemble à ce que le président avait fait au début de son 4e mandat. 5 ans après, nous voilà revenus au même point de départ, aux mêmes promesses, aux mêmes discours qui ne seront jamais tenus, tout simplement parce que l'intéressé n'est plus conscient, n'est plus là. Mais il est quand même responsable de tous les malheurs du pays. Beaucoup veulent nous dire que Bouteflika Mskin n'est pas conscient, Bouteflika Mskin. Oui, mais pour nous, peuple algérien, c'est Bouteflika qui a ruiné l'Algérie. C'est Bouteflika qui a instauré la corruption. C'est Bouteflika qui a donné le pays sur un plateau en or aux oligarques. C'est Bouteflika qui a fait de la République algérienne une affaire de famille. C'est Bouteflika qui a désigné plus de 20 ministres issus de la même localité. C'est Bouteflika qui a donné les richesses du pays aux prédateurs. C'est Bouteflika qui a éloigné tout Algérien compétent du sérail. C'est Bouteflika qui a tué des jeunes
innocents parce qu'ils avaient osé descendre dans la rue. C'est Bouteflika qui pousse des milliers de jeunes à quitter l'Algérie. C'est Bouteflika qui a construit des milliers de prisons en Algérie à la place des hôpitaux. C'est Bouteflika qui a mis fin aux rêves de la jeunesse algérienne aujourd'hui. El Watan, le chef de l'État, reconnaît officiellement sa maladie par Majid Makedi. Le Parisien, Bouteflika, candidat à un 5e mandat, mais qui gouverne vraiment l'Algérie par Nicolas Béraud. Le Point, Algérie, Abdelaziz Bouteflika, une santé extrêmement précaire par Le Point Afrique. Algérie, le cadre qui enterre le peuple, et le top 3 de notre top 3 d'aujourd'hui. Et pour en parler, comme d'habitude, des invités ici sur le plateau et par téléphone. Sur ma droite, il y a Idir Onoran, analyste politique. Monsieur Onoran Azoul, bonsoir. Bonsoir, M. Gasmi, merci pour l'invitation. Sur ma gauche, Nazim Taleb, du mouvement Rachad. Nazim Taleb, bonsoir. Bonsoir. Par téléphone, depuis Alger. Azoul pour moi Azoul, la slema. Depuis Alger, par téléphone, il y aura avec nous Karim Tabou, coordonnateur du MDS, et Amira Boraoui, médecin et militante pour la démocratie. Ils ne sont pas encore là apparemment. On va commencer par vous, M. Idir Onoran. Bouteflika est-il au courant de sa candidature? Moi, je pense qu'il a des moments de lucidité. Je ne suis pas dans sa garde rapprochée pour pouvoir porter un élément actant ce que vous dites. Est-ce une question légitime, du moins? Oui, c'est une question légitime, bien évidemment. Il se trouve que le mandat était plus ou moins annoncé depuis longtemps. Le dispositif a commencé à se mettre en place il y a plus d'une année déjà. Et on est arrivé à la fin, vous l'avez souligné dans votre édito, à la nomination de M. Belaïs comme président du Conseil constitutionnel, un des proches du président de la République. Et donc voilà. Parallèlement à ça, je pense qu'on reviendra ensuite sur la qualité de la lettre que le président a dévoilée et a écrit et a fait publier. Il me semble, pour moi, au jour d'aujourd'hui, que la candidature du président Bouteflika a été actée officiellement et il faudra faire avec, tout simplement. Il faudra faire avec. Maintenant, quels vont être les moyens de l'opposition? Il faut faire avec, dans quel sens? Dans quel sens où elle est actée? Il n'y a pas de souci. Elle est là, elle est formellement actée. Que va faire l'opposition maintenant, quand on voit une multitude de candidats? Est-ce que M. Benflis va décider d'y aller ou pas, ou va-t-il rejoindre un autre candidat? Les questions méritent d'être posées. Il y a des formations politiques qui prennent un boycott actif et les autres un boycott, comme le FFS et le RCD. Que vont faire les personnalités politiques par rapport à cette candidature, et quelle opposition va être construite autour d'un ou deux candidats ou de 3 candidats, pour ne pas apparaître diriger le débat sur la personne de M. Rdiri. Moi, en tout cas, comme l'a dit M. Mourana Larbi, il y a plus d'1 an, un 5e mandat, ce serait une provocation pour le peuple algérien, et on y est. Voilà. Nazim Taleb, un cadre qui enterre le peuple. On parle du cadre, il y a un cadre qui vient de se présenter aux élections présidentielles. On offre un cadre au cadre. Oui, bon, enterrer un peuple, on n'enterre jamais un peuple. C'est vrai que l'Algérie passe par des moments difficiles depuis sa gestation en 1962. Malheureusement, bon, peut-être qu'on focalise trop sur Bouteflika, mais Bouteflika n'est que la résultante d'un système militaire. Nous avons toujours parlé du système, mais là, il est question de Bouteflika. C'est Bouteflika qui se présente aux élections. Oui, mais à la présidentielle. Vous savez, nous, au mouvement Rachad, quand on participe aux émissions, vous vous rappelez, il y avait un débat sur le report, Bouteflika ne va pas se présenter, etc. Nous, notre position, elle était claire. Aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition réelle qui a son poids dans la société civile, qui peut contrecarrer Bouteflika ou est derrière l'armée. Donc Bouteflika, franchement, n'est que la résultante d'un système. Il ne faut pas oublier ça, c'est très très important. Pour ceux qui nous écoutent, que le problème de l'Algérie, ce n'est pas Bouteflika. C'est-à-dire que même si ce n'est pas Bouteflika, ça aurait été une autre personne. Et les conséquences, et les résultats, et le drame algérien aurait été le même. Parce que c'est toujours le même système. C'est toujours un même système militaire. Hier, c'était Boumediene. Après, il y a eu d'autres présidents. Et maintenant, c'est Bouteflika depuis 20 ans.
Et c'est ça qui est important. Nous, en tant qu'opposants, il faut travailler sur le long terme. Il faut que ce système doit être combattu sur le terrain avec le peuple algérien. Le 5e mandat, comme il a dit le monsieur, il est acté. Il est acté et il n'aura aucune opposition. C'est à nous de travailler sur le long terme. Ce système en Algérie ne va pas changer du jour au lendemain. Parce que notre mission principale, c'est de dire aux Algériens que le problème n'est pas Bouteflika. Qu'ils soient conscients ou pas conscients, qu'ils soient malades ou pas malades. Le problème, c'est ce système qui n'arrive plus à se régénérer. Ce système qui n'offre plus de perspective pour la jeunesse. Ou qui ne veut pas. Non, qui n'arrive plus aussi. Qui n'arrive plus. Parce que, regardez bien, est-ce que vous aurez, comme il a dit, imaginé il y a 10 ans être présidé par quelqu'un qui n'arrive ni à s'exprimer, ni à marcher, ni à parler? Un Algérien lambda n'aurait jamais imaginé une telle situation. Mais quelqu'un qui, je dirais, a une vision plus ou moins lucide, pragmatique, il sait que ces gens-là veulent rester au pouvoir jusqu'à la mort. Et ça, on l'a vu avec tous les autres dictateurs. Les dictateurs ne lâchent pas prise. Qu'est-ce qui fait qu'un dictateur lâche prise? C'est quand la société civile s'organise. Quand vous avez effectivement sur le terrain des gens qui sont capables de mobiliser des dizaines de milliers d'Algériens, de sortir dans la rue, et là, les choses vont changer. Mais tant que la société, la responsabilité est à un autre niveau, pas au niveau du peuple algérien. Nous, comme entre guillemets responsables, parce que moi je ne suis pas de formation politique, je veux dire, j'ai versé dans la politique par nécessité, par amour du pays. Quand je vois la gabegie, quand je vois la dilapidation, quand je vois le hugra, quand je vois le harraga, quand je vois etc., j'ai été amené à faire de la politique. Mais c'est notre responsabilité première. C'est exactement les mêmes raisons qu'avancent même les gens qui sont aujourd'hui à côté du régime. Ils disent que c'est l'amour du pays, c'est le patriotisme, parce qu'on veut justement que l'Algérie soit prospère. C'est pour ça qu'on est du côté de Bouteflika. Être patriote, c'est aimer son pays et se mettre au service de son pays. Mais quand les règles du jeu sont bien établies, quand la jeunesse algérienne ou l'ensemble des populations algériennes se sentent citoyennes et citoyens dans leur pays, quand il y a un état de droit, quand il y a des espaces de débat dans la société, quand vous voyez dans notre pays où l'essentiel l'essentiel de la jeunesse ne s'exprime que dans les stades avec leurs slogans. Ça veut dire qu'à l'extérieur du stade, heureusement qu'il y a le stade, parce que c'est une forme de soupape de sécurité, et à l'extérieur, ils n'ont pas d'espace pour pouvoir s'exprimer, s'organiser, avoir une vision sur leur pays et exprimer leurs besoins. C'est toutes ces questions-là qui sont importantes. Amira Bouraoui, bonsoir. Bonsoir Fassine, bonsoir aux téléspectateurs. Bonsoir. Amira Bouraoui, alors Bouteflika, donc, il a envoyé la fameuse lettre de candidature, ce qu'ils appelaient la lettre programme. Il est candidat officiellement. Comment vous avez appris cette nouvelle? Ça ne m'a pas étonné, on s'y attendait, mais Bouteflika, bien entendu, n'a rien envoyé du tout, parce que le connaissant un petit peu, c'est un individu très narcissique. S'il avait conscience de ce qui se passait, jamais il ne se serait présenté pour un 5e mandat, parce qu'il aurait préféré... Qui a envoyé cette lettre, Amira Bouraoui? Qui est en train de nous envoyer ce genre de lettre? Qui est en train de décider aujourd'hui? Qui est en train justement de gérer l'Algérie? C'est un gang organisé qui a écrit cette lettre, et parmi eux, bien entendu, il y a les proches familles de Bouteflika et il y a aussi tous ceux qui verrouillent les institutions. J'entendais tout à l'heure l'intervenant qui disait Bouteflika n'est pas le problème. Non, Bouteflika en lui-même ne l'est pas, mais il est le symbole du consensus de tout cet ensemble de personnes qui ne pensent qu'à leurs petits intérêts, sans penser à la nation et sans même penser à ce que retiendra l'histoire de Bouteflika.
Bouteflika. Parce qu'aujourd'hui, il serait déjà parti en respectant la Constitution. L'histoire aurait retenu qu'un homme a été un jour président de l'Algérie, qu'il a fait ce qu'il a pu, réconciliation nationale, qu'on soit d'accord ou pas, etc., avec ce qu'il a pu proposer, mais qui retiendra qu'avec Bouteflika, il y a une certaine accalmie, etc. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient? C'est les caisses qui ont été vidées, c'est aujourd'hui l'opposition qui a été détruite, et aujourd'hui, on essaye quand même, je sors là d'une réunion avec Sofiane Djilali, Zobida Essoul, etc., parce qu'il est hors de question de se taire, et surtout, il est hors de question de dire qu'il n'y a pas d'opposition, parce que l'opposition, elle y est, et elle est surtout au sein du peuple. أنا راني بديدوش مورانا في العاصمة هنايا كاع كي تمشي في الطريق يقول لك لا العود الخامسة الناس خلاص قالت لك خلاص بركات. Amira Bouraoui, justement, est-ce que, parlons de Amira Bouraoui, une question personnelle, est-ce que vous êtes contre le 5e mandat ou vous êtes pour Ali Rdiri? Je ne suis pas, je l'ai dit depuis le début, je ne connais pas Ali Rdiri, je ne le connais pas, je l'ai dit à plusieurs reprises, je ne connais pas ce monsieur. Ceci dit, moi j'avais dit clairement, Koun يروح واحد كيما بوشاشي, maître Bouchachi qu'on respecte beaucoup et qui aurait pu faire consensus, ولا كون راح واحد من مواطنة كيما زبيدة عسول ولا سي سفيان جيلالي راني ساندتهم هما، بصح رانا قلنا باللي كون ما يروح حتى واحد نساندو حتى بليس غير. Restez avec nous, Amira Bouraoui, avec nous Karim Tabou, coordinateur de l'UDS. Karim Tabou, bonsoir. Bonsoir les invités, bonsoir les amis. Bonsoir, Karim. Monsieur Tabou. Monsieur Tabou, justement, les hommes de Bouteflika du régime depuis hier commencent à nous dire que Bouteflika n'a fait que répondre justement aux appels du peuple algérien, donc qui l'ont sollicité pour se représenter encore une fois. Vous savez, un des défauts majeurs de la classe politique, elle personnalise le débat. Comme si le problème aujourd'hui réside dans la nature des candidats ou dans leurs compétences ou dans leurs aptitudes physiques et mentales. L'élection en elle-même n'a pas de sens dans ce pays. Les règles de la compétition démocratique n'existent pas. Le Bouteflika n'est pas désigné candidat. Il vient d'être désigné président. Ceux qui n'ont pas compris cela peuvent toujours espérer qu'avec les instruments du pouvoir, on pourra éventuellement aller vers la démocratie. Moi, je ne crois pas à cette démarche-là. Et d'ailleurs, les hommes du pouvoir, ils ont le, en raison de croire à la naïveté de l'opposition. Au fait, Bouteflika va se donner un 5e mandat sur le dos de quoi? Dans un jeu qui s'apparente à un jeu démocratique, avec des candidats plus ou moins crédibles vis-à-vis de la société, mais pour la même finalité. Dans ce pays, on a révisé 5 fois ou 6 fois la Constitution pour la même finalité, c'est le maintien du système. On a organisé des élections présidentielles depuis 1995. La même finalité étant de faire pour maintenir le système. C'est ce qu'on appelle en langue française et en termes simples, faire semblant de tout bouger pour que tout reste en place. Et c'est dommage qu'une partie de la classe politique a fini par renoncer à son rôle de classe politique pour s'investir et s'inviter dans des jeux internes au pouvoir, en croyant pouvoir faire évoluer la situation, en misant sur les uns contre les autres. Et je pense cette classe politique qui se laisse entraîner dans les jeux du pouvoir ne fait que jouer le jeu du pouvoir. Parce qu'en finalité, la question qui se pose, sommes-nous conscients? Avons-nous dégagé les meilleures conclusions, les meilleurs enseignements de nos expériences passées? Il y a bien des partis politiques qui avaient tenté. Ils avaient tenté par la voie des élections. Ils avaient tenté par la voie de l'intégration. Ils avaient tenté par la voie de négociation. Ils avaient tenté par tous les moyens. Mais en fait, dans ce pays, toutes les élections n'aboutissent pas à une alternance. Sinon, M. Tabou, concrètement, sinon, que doit faire justement cette classe politique?
Cette classe politique doit se réorganiser, elle doit s'investir. Cette classe politique, soit elle prend le drapeau blanc et en disant, nous soutenons un général contre celui qui est le candidat généraux. Et ça marche pour certains. Ça peut faire plaisir à des journaux qui vont trouver le moyen de remplir leur page. Ça peut faire plaisir à certains. Ils vont occuper momentanément les plateaux télévisés. Et ça peut faire également plaisir à ceux qui réduisent la politique à des logiques d'appareil. Quant à ceux qui croient à ce combat, à ce marathon, c'est un vrai marathon. 2019 n'étant qu'une étape dans le marathon. Et si les gens vont se donner le souffle, l'engagement, l'endurance, la cohérence dans ce combat, ils comprendront bien que les batailles futures sont plus importantes que les batailles d'aujourd'hui. Et à partir de là, moi personnellement, c'est un moment historique dans la vie du pays. En bien par moment, en mal assez souvent, mais en tout cas, il y a des conclusions importantes à tirer. On aura vu dans cette étape-là une classe politique naïve, une partie de la classe politique naïve, une classe politique qui a donné la prime aux tactiques contre le stratégique, une classe politique qui est portée sur le médiatique, sur l'agitation, et qui n'arrive pas à se donner des enracinements politiques sérieux, des ancrages politiques sérieux. Il se suffit d'être le décor. Et je vois bien que dans toute cette classe politique, cet événement important dans la vie du pays, qui, à défaut de déboucher sur un processus politique sérieux, fiable, il va tout au moins créer les décomptations nécessaires, nous permettra d'avoir une meilleure visibilité de la scène politique. Certains se proclament opposants, ils ne le sont pas. Certains se proclament en rupture avec le pouvoir, ils ne le sont pas. Et même s'ils le sont avec une partie du pouvoir, ils ne le sont pas avec une autre partie du pouvoir. Et le pouvoir, ces gens-là ne veulent pas comprendre que les logiques d'appareil finiront toujours par dégager des compromis sur le dos de la démocratie. Karim Tabou, restez avec nous. Restez avec nous, Idir Ounouran, justement, comme disait Karim Tabou. Est-ce que, justement, cette classe politique est en train de servir l'agenda du régime? Elle ne sert pas entièrement l'agenda du régime, mais j'ai quelques nuances avec M. Karim Tabou, parce que là, c'est un vieux débat. On n'attend pas la veille des élections présidentielles pour pouvoir dire que l'alternative de l'opposition, elle aurait dû être construite il y a plus de 10 ans, en 2014 déjà. On serait peut-être arrivé à terme à construire une véritable alternative politique avec comme matrice essentielle la citoyenneté, les libertés individuelles, le régime, comment doit-il changer, quel est l'ordre juridique nouveau que nous allons mettre au service des populations. Alors là, je dis oui. Mais j'ai comme l'impression, là où je suis un peu d'accord avec monsieur, entièrement d'accord à ce moment-là avec M. Tabou, c'est quand il dit on a plus de personnages médiatiques que de personnel politique et un ancrage. Mais faudrait-il encore que les fondamentaux doctriniens soient bien établis? Faudrait-il encore que ces partis puissent aller, non pas à l'aventure, mais aller vers les populations et capter leurs demandes sociales, leurs demandes culturelles, leurs demandes économiques, leurs demandes de loisirs, leurs demandes d'être humain, tout simplement libres? Ces questions-là, elles sont là. Ce travail n'a pas été fait. Maintenant, opposer, et j'ai bien aimé la formule quand il a dit un général contre des généraux. Oui. En fait, il y a une rupture que M. Orderi a faite. C'est une démarche inédite. Chacun peut avoir son appréciation. Mais notre rôle à nous en tant qu'observateurs... Il parle de rupture. Et de vous, Monsieur Ounouran, il parle de rupture. Il n'a pas encore fait de rupture. Oui, il n'a pas encore fait de rupture. Moi, ce qui m'étonne, c'est que quand je vois M. Mohsen Belabès, pour qui j'ai de la camaraderie, étrier M. Orderi en disant, je ne sais même pas s'il est général, etc. On ne sait rien de M. Orderi sur son programme, sur ses orientations, quel type de rupture, quelle réforme constitutionnelle va-t-il faire. On ne sait rien de ça. Moi, je me mets au défi de tous les analystes politiques de dire, que propose M. Orderi? On lui colle ça. On lui a posé la question hier, justement, sur Jeune Afrique. Il n'a pas répondu. Il a dit que vous allez voir. Excusez-moi, j'ai pas lu. Il a dit vous allez voir. Oui, tout à fait. Mais ce n'est pas une réponse. On peut dire aussi, M. Ounouran, que ce n'est pas une réponse d'un homme politique qui veut se présenter à l'élection présidentielle aussi. Non, c'est un peu les réponses d'Abbas. Je ne suis pas un supporter de M. Orderi. Je suis en train de dire qu'à un moment donné, la raison doit prendre.
Il me semble, et je suis désolé, et aussi avec Mme Bouraoui, M. Karim Tabou et tous ces jeunes-là qui rentrent en politique et qui ont le background et qui peuvent aller très loin, c'est qu'il faut cesser de rester dans une espèce de métapolitique. Votre fonction primaire, c'est d'aller prendre le pouvoir, c'est de faire la rupture avec toutes ces générations-là, toutes les générations des politiques. Parce qu'eux ont construit leur histoire. C'est à vous à construire votre histoire. Votre histoire par rapport au pays, comment vous le voyez, comment vous allez le définir? C'est un pays méditerranéen, c'est un pays africain. Quelle école on va mettre en place? Quel rapport économique on va avoir? Tous les indicateurs sont au rouge pour le moment. Je n'ai pas envie d'être trop long, mais il faut à tout prix qu'on parle de la lettre du président, parce que le cœur de cible est là aussi. Bien sûr. Nazim Taleb, comment prendre ce pouvoir? Je l'ai dit dans ma première intervention. Les élections, c'est impossible. Il est là depuis 20 ans. Alors, attendez. Enfin, le système est là depuis 62. Regardez, il n'y a pas mieux que des fois de se comparer à des pays qui ont vécu la même chose. Je parle de l'Amérique latine. L'Amérique latine, elle a connu une vague d'indépendance en 1820. Ils ont connu des dictatures, des démocraties, des dictatures. La Chili, Argentine, c'était des pays démocratiques dans les années 30. Même après, Brésil. Le Brésil également. Et ils sont revenus en dictature. Et après, il y a eu une démocratie. Ce n'est pas un combat facile. Voilà. Donc, mais comment ils ont trouvé le moyen? C'est je dirais, les populations, conscientiser les gens. Déjà, conscientiser, Entièrement parler d'accord. aux gens. Tout à fait. Disons, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quoi le problème de l'Algérie? C'est exactement le problème. Est en train de se faire en Algérie ou pas? Modestement, au niveau de Mouvement Rachid, modestement, c'est pas facile. Vous avez, nous, on a par exemple un militant de Rachid qui a marché de Tbessa à Alger à pied. Donc, il y a un travail qui est fait par les militants de Rachid sur le terrain. Il y a énormément de militants de Rachid qui sont tout le temps dans les commissariats. Vous avez des militants, mais il n'y a pas que nous. Il y a d'autres. Mais ça prend, premièrement, ça prend du temps. Secondo, comme il disait le monsieur, c'est pas facile parce que vous avez un appareil répressif. Je vous rappelle quand même qu'on a un appareil répressif de 600 000 personnes. Vous avez 200 000 en police, 200 000 pratiquement en gendarmerie et 200 000 à peu près en l'armée. Donc c'est pas facile. Mais ça a été le lot de tous les pays qui ont vécu cette problématique de la dictature, cette problématique du militaire qui contrôle tout, qui a la même mise sur tout, etc. Donc effectivement, comme disait Karim Tabou, c'est un marathon. Ceux qui croient qu'on va régler le problème de l'Algérie en 2 mois, ou qu'en soutenant un général, moi, franchement, je ne le juge pas, je n'ai pas d'a priori. Mais comme on dit à Rachid, on pose la question simple. On pose une question simple. Quelqu'un qui se porte candidat à l'élection présidentielle, vous avez à peu près 55 000 ou 52 000 bureaux de vote. Est-ce que vous avez, vous, des militants en aussi grand nombre qui sont capables d'aller dans chaque bureau de vote contrôler le vote? Est-ce que vous avez déjà cette force-là? Si vous n'avez pas cette force, c'est que de la parlotte. Donc, ça ne sert à rien de parler de projet, ça ne sert à rien de parler d'économie, de social, parce que vous avez en face un système qui contrôle tout et que votre poids dans la société civile est pratiquement nul. Encore une fois, je critique pas l'opposition, il y a des gens qui font du travail sur le terrain, qui font un travail de conscientisation, mais comme disait Karim et comme disait monsieur, effectivement, vous avez malheureusement un personnel politique qui n'est pas à la hauteur des aspirations du peuple, qui fait le jeu de ce pouvoir. Aujourd'hui, ils ont désigné Bouteflika comme président. Le minimum syndical à faire, le minimum, c'est de se retirer de toute démarche présidentielle. Parce que c'est pipé. Amira Bouraoui, justement, donc Bouteflika est président, est désigné président. Pourquoi aller dans ces élections? Allô? Amira n'est pas avec nous. Karim Tabou, la même question. Donc, vous, en tout cas, vous êtes contre cette élection, c'est du marathon. Mais revenons un peu à la lettre de Bouteflika. Il dit que les réformes se sont succédées et dans de nombreux domaines, notamment ceux de la justice, l'éducation, l'administration et de l'économie.
J'ai comme une petite impression, comme c'est les secteurs qui sont beaucoup plus touchés en Algérie, de corruption, rien ne va dans ces secteurs. En tout cas, je voulais compléter concernant ce grand titre qui est colporté, entre guillemets, dans la presse, qui est le titre de la rupture. On ne peut pas proclamer la rupture en participant à une élection qui est un des instruments par lesquels le pouvoir s'est donné une image démocratique pour des finalités qui sont les mêmes, le maintien du système antidémocratique. On ne peut pas, ça n'a aucun sens que de proclamer la rupture, que de se suffire de proclamer des mots. Le mot rupture a été bien utilisé avant par le FFS. Et ça n'a pas fait autant de répliques dans la presse. Il a été également utilisé par Saïd Saadi. Il a été utilisé, mais le mot qu'il est de la participation de Saïd Saadi aux élections de 1995 et de 2004, c'était rupture. Mais on n'a pas vu autant de... Si les gens pensent que rupture, quand il est porté par un général, ça a plus de sens politiquement, c'est leur droit, en tout cas c'est leur opinion. Sur le plan de la lettre, moi j'ai retenu de cette lettre la chose suivante. Encore une fois, le chef de l'État, et c'est à ce niveau qu'il va falloir mettre au clair l'échec de la gestion, l'échec de la gouvernance, l'échec de ces 20 années de gestion. Lorsque vous avez entre vos mains tous les instruments de gestion, alors que Bouteflika était le président qui a été le moins perturbé, moins contesté par l'opposition, parce que l'opposition était fragile. Et il n'a pas été contrarié également par la nature. Il y a eu un taux élevé de pluviométrie. Il y a eu des flambées historiques du prix du pétrole. Il y a eu des rentrées historiques d'argent. Et il y a eu un contexte international. Et donc, rien ne pouvait justifier l'échec de la gestion, si ce n'est la nature du système politique, qui est une nature basée sur la corruption, sur la violence, sur son caractère antidémocratique. Et dans la lettre de Bouteflika, s'il annonce par anticipation un besoin de remodifier encore de nouveau la Constitution, il affirme, sans le dire très clairement, et moi je le pense personnellement, que cet amendement est en relation directe avec son état de santé. L'amendement prévu dans la Constitution, je ne pense pas qu'il va porter sur les autres sujets. Plutôt, ça va être un amendement lié essentiellement à son état de santé. Donc, par avance, le président de la République affirme très clairement son incapacité à gérer le pays. D'où d'ailleurs cette annonce anticipée de réviser la Constitution, probablement pour créer le poste de vice-président ou de plusieurs vice-présidents, mais en tout cas, la Constitution va être modifiée sur cette base-là. Il a soulevé 3 interrogations majeures dans la lettre. Et je pense que si on échoue à ce niveau-là, c'est suffisant. C'est suffisant pour faire tout simplement le procès, entre guillemets, de ce système qui n'a pas pu sortir le pays de sous-développement, de sa crise dans tous les domaines. La première, il est d'ordre politique. Lorsque le chef de l'État, pour la énième fois, annonce la tenue ou l'organisation de réformes politiques, cela voudrait dire, souvenons-nous, il y a 2 ans, on a fait face à une campagne, à une propagande insupportable sur la révision de la Constitution. Oui. Et on avait dit à l'époque que cette Constitution permettra à l'opposition, pour la première fois, une possibilité de saisir le Conseil constitutionnel. On a dit que l'opposition aura plus d'espace d'exercice de leur liberté. On a dit que les élections législatives vont être les premières à traduire réellement la volonté du peuple, etc. On a promis plein de choses et finalement ce n'était que des mots, ce n'était que des promesses. Et également sur le plan économique, souvenons-nous les annonces qui ont été faites par Sellel
lorsqu'il a parlé du nouveau modèle économique, on a interrogé les experts, on a interrogé nos militants, on a interrogé les gens qui font le débat sur le plan économique. Et finalement, ce n'était que des mots. Mais proclamer des mots a toujours été la technique du pouvoir. Depuis 1962, le pouvoir s'approprie des mots, il les vide de leur substance, il s'est approprié le mot révolution, le mot socialisme, le mot réconciliation, le mot démocratie, le mot rupture. Il proclame des mots pour les mêmes finalités. Je veux passer un message simple. Tout simplement, je veux dire à tous les militants de l'opposition, à toutes les forces qui cherchent le changement, qu'ils arrêtent de se laisser prendre dans ces jeux, dans ces ruses du pouvoir par lesquels ils proclament des mots. Et toujours les gens, ils sont dans l'attentisme, ils sont embusqués, ils attendent des signaux. Mais finalement, tout ce qui s'est passé n'était fait que pour pérenniser le système. L'Algérie est un pays qui compte le plus de partis, mais en fait, c'est un pays unique où il y a plusieurs partis uniques. L'Algérie est un pays qui a organisé le plus d'élections, mais en fait, c'est pour les mêmes résultats. Restez avec nous, Karim Tabou. Monsieur Idirou Nouron, le pouvoir donc proclame des mots. Je vais vous lire justement un extrait de la lettre. C'est des mots toujours. La démocratie ainsi que les droits et les libertés des citoyens ont enregistré de grandes avancées, consolidées par la dernière révision constitutionnelle. La dernière révision constitutionnelle, on a vu l'article 50 de la Constitution qui interdit justement au pouvoir d'emprisonner les journalistes. On a vu combien de journalistes ont été en prison. Tout à Rien fait, que cet petit exemple. Tout à fait. Non, parce qu'il faut rendre la lettre dans son contexte. D'abord, cette lettre-là, c'est ce qu'on appelle un plaidoyer pro domo. C'est-à-dire, c'est un plaidoyer pour ce qu'il a fait, lui. Oui. Mais il y a des inconséquences. D'abord, on va commencer par le dossier de la concorde civile, la réconciliation nationale. D'aucuns, dont des camarades du FFS et la classe politique algérienne, de l'opposition surtout, a dit qu'il nous faut d'abord des commissions justice et vérité. Un peu à l'image, comme un cliché, de l'Afrique du Sud avec M. Mandela et les Afrikaners. Ça n'a pas été fait. Il faut dire aussi que le dossier de la réconciliation était sur le bureau de M. Zeloual en 1995, quand il a été élu président de la République. Il est incontestable que le président Bouteflika a mis sa main à la pâte et lui a donné un cachet particulier. Ce n'est pas le souci. Ça, c'est le premier élément. Quand il nous dit dans sa lettre le recul du chômage, qu'il aille le dire aux chômeurs du Sud, aucun jeune Algérien ne s'identifie ni à la nation, ni à l'État. Il n'a même plus de degré de patriotisme. Pourquoi ? Parce qu'il n'a plus confiance. Ça, c'est le deuxième élément. Quand il nous dit dans notre lettre qu'au niveau de l'IDH, au niveau de l'indice du développement humain, qui est donc la durée de vie, enfin, comment on dit, l'espérance de vie, le niveau d'éducation, l'alphabétisation et les différences entre hommes et femmes, c'est vrai qu'on est plus ou moins relativement bien classé. Mais que fait-il des autres classements de toutes les ONG au niveau des libertés, au niveau de la corruption, au niveau du climat des affaires? De la recherche scientifique. On truste les dernières places. Et ce n'est pas la faute des citoyens, ce n'est pas la faute des Algériens, c'est la faute d'un pouvoir. Ensuite, quand il nous dit je vais appeler à un grand front, il l'a fait déjà il y a quelques mois quand il a parlé d'un nouveau front populaire. Est-ce que dans sa tête, au niveau du président de la République, il veut exécuter le FLN, je mets entre guillemets exécuter, pour laisser place à ce nouveau front populaire qui lui succéderait, en prenant ses valeurs et tout ce qu'il a fait, donc dans son plaidoyer pro domo. Est-ce que c'est le cas ou ce n'est pas le cas? Et à partir du moment où il parle de consensus national sur différents niveaux, sauf l'identité nationale qui est donc l'arabité, la mazérité, l'islamité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il acte 20 ans de mandature et 20 ans d'échec. Pourquoi il ne parle pas de la planche à billets? C'est-à-dire 20 ans de gouvernance, et sans compter que, par exemple, il y a eu monsieur comment il s'appelle, là, le Premier ministre, monsieur Benbitoul, je crois, qui a été son Premier ministre. Il y a monsieur Yahya qui l'a été 2 ou 3 fois, il y a monsieur Belkadem. J'exonère monsieur Tebboune, parce qu'il est resté 3 ou 4 mois. Ouais. Et je termine juste monsieur Gasmi. Mais la culture du bilan. Et avec ça, il parle de continuité, mais continuité vers où? Vers quel projet? Pour quelle Algérie? Moi, il acte son échec politique. Ce n'est même pas, moi je ne reviens pas à sa capacité à présider, à ses capacités intellectuelles et physiques. Je parle du bilan, parce qu'il faut parler du bilan. Si on ne parle pas du bilan, on ne peut pas avancer. Voilà en gros ce que j'avais à dire sur la lettre.
Nazim Taleb, justement, parlons donc de ces réalisations, justement, enfin, il justifie un peu la continuité. Mais comment peut-on espérer à faire des choses en 5 ans et des choses qu'on avait ratées déjà dans les 20 ans, les dernières 20 années? C'est possible? Non, on peut. Vous savez, tous les paramètres, toutes les mesures Nazim, si les mêmes personnes sont toutes biaisées quand vous êtes dans une dictature. En démocratie, vous avez la légitimité. Et les contre-pouvoirs, Nazim. Vous avez ce qu'on appelle en anglais accountability, c'est-à-dire vous devez présenter un bilan, oui, sur lequel vous êtes élu ou pas élu. Et si vous avez fait des actes de corruption, de mauvaise gestion, vous allez en prison. En dictature, il peut présenter tous les bilans qu'il veut. On a fait ci, on a fait ça, etc. etc. Et s'il n'a pas de légitimité, s'il n'y a personne qui peut lui dire « Mais attendez, monsieur le président, vous dites que vous avez fait ça, ben donnez-nous des chiffres. Vous dites que vous avez construit tant de routes. Oui, mais monsieur le président, sur 1000 km, vous avez 500 qui ont été ensevelis, qui sont crevassés, etc. etc. Et qui sont surfacturés. Non, mais voilà. Donc, il n'y a pas. Donc, on ne peut pas prendre des mesures ou des postulats de base, disons, dans une démocratie, voilà comment on fait, et l'opposer à une dictature. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc, on ne peut pas comparer et on ne peut pas, encore une fois, le bilan, ce n'est pas, je dirais, en soi, une finalité. Parce que tout ça, ça va être maquillé par des chiffres. On a fait 1000 milliards, etc., etc. Ils vont enjoliver les choses, etc. C'est encore une fois, c'est un problème de légitimité, d'être comptable devant sa population, d'être représentatif de la population. Ce n'est pas le cas. Donc ça ne sert à rien de parler de bilan, ça ne sert à rien de parler d'élections, ça ne sert à rien de parler de je ne sais quoi, le Moussalaha ou l'UIM. Ça ne veut strictement rien dire. Comme vous avez dit, à quoi ça sert? Vous parlez, on a fait des avancées démocratiques quand vous avez des journalistes qui sont mis en prison, comme Bkaria qui a été tout le temps avec l'Ism Shamt Bessal, Alger, pour réclamer que les gens qui ont été emprisonnés pour des opinions politiques soient libérés. Matin et soir, il était dans les commissariats. Le jeune de Maaskar aussi qui avait soulevé une pancarte. De Maaskar, vous avez un autre qui vend des fruits et légumes qui en prison. Le minimum, c'est-à-dire qu'avant, encore en Algérie, il y avait ce minimum-là. Il n'y a plus ce minimum. Il ne supporte plus aucune contestation, même si elle est minime. Donc, encore une fois, ce n'est pas le problème de Bouteflika. Ceux qui croient que c'est Bouteflika le problème, ils se trompent lourdement. C'est un problème de système, c'est un problème de régime, et ce régime doit tomber pour que l'Algérie retrouve. Je ne dis pas, on n'est pas en train de promettre mondes et merveilles. Ce n'est pas parce que le régime tombe que l'Algérie va devenir un pays développé. Mais au moins, qu'on ait la dignité, qu'on soit souverain dans le choix de nos politiques et qu'enfin, on puisse vivre. Bien sûr, mais bien sûr. L'état de droit, les libertés collectives et individuelles, etc., etc. Encore une fois, pour vous dire toutes les contradictions. Il dit une conférence nationale, etc., etc. Rappelez-vous quand il y a eu les événements en Tunisie en 2011-2012. Vous allez voir, on va faire des réformes, etc. Ça a été tout à fait le contraire de ce qui a été promis. Les associations, on a serré les vis. Les partis politiques, dont Karim Tabou, à ce jour, on ne lui a même pas donné l'agrément. Toujours pas. Donc, Karim Tabou, il y a d'autres. En fait, voilà, il nous a promis mondes et merveilles en 2012. Finalement, on s'est retrouvé avec des mezreg, etc. à la télévision, des gens qui ne sont pas sérieux, et les gens qui font vraiment de la politique, qui aiment leur pays, qui veulent vraiment sortir de l'ornière, ils sont marginalisés, exclus et voire emprisonnés. On va regarder une vidéo de M. Ahmed Ouihia après cette fameuse lettre. Qu'est-ce qu'il dit? من وزيره الأول ما انتظرش رد فعل، انتظر تعليق. رد فعل وش هو الرد فعل؟ سعادة وارتياح، وشيء كان منتظر وليس مني فقط. أعتقد أن لو لكم ممثلين أو مبعوثين في الجزائر لو يمشوا يتجولوا عبر البلاد ويسألوا المواطنين
ما نكتفيش فقط بالحلبة السياسية اللي فيها الأنصار وفيها الناس اللي تختلف الرأي. تلقاو أن الشعب الجزائري جد سعيد بإعلان الرئيس بترشيحه، وكان ينتظر بفارغ الصبر هذا الإعلان. لما Le peuple est content, heureux de cette déclaration. Je pense que monsieur Yahya est dans un déni de réalité. C'est pas possible, je veux dire. Mais il est dans son rôle, encore une fois. Quand on dit, monsieur Taleb disait c'est vrai qu'on vit une problématique de système, que le pouvoir se restructure de manière autoritaire, qui devient de plus en plus liberticide. On peut même parler de dictature quelque part. Mais on ne peut pas laisser un chef de gouvernement parler comme ça, malgré le fait qu'il soit dans son rôle. Mais la réalité est tout autre, je veux dire. La réalité, elle est flagrante, elle est patente, elle est là devant nous. Et ce n'est pas possible. Mais se pose aussi le problème de l'opposition, encore une fois, qui n'a pas su se réunir et proposer une véritable alternative. Donc, à ce niveau-là, même le fait que vous disiez d'un point de vue technique, le Structa en Algérie, moi j'ai eu à discuter avec une des représentantes de la Commission européenne sur le déroulé des élections. Elle m'a dit non, ça se passe très bien. J'ai dit d'un point de vue technique, oui, vous rentrez, vous avez le nombre de bureaux de vote équivalent de tous les candidats, vous avez un président de centre de vote, vous avez des assesseurs, vous avez un isoloir, il n'y a pas de souci. Mais la fraude, elle commence après. Et c'est ça le gros souci. Et la fraude a commencé déjà, si on parle par exemple des élections là, tous les moyens de l'administration qui sont... Tous les moyens, c'est des moyens. Celui qui a les Wali a gagné l'élection. La fraude ne veut pas dire forcément bourrage de crâne. Hein. Voilà, pas du tout. Bourrage des urnes. De crâne, justement. La fraude, déjà, c'est en faisant des barrières à l'entrée. Oui. Quand vous faites... la personne doit avoir vécu en Algérie pendant 10 ans, qui doit, dans la femme, elle n'est pas de ça, nationalité. c'est les conditions d'éligibilité. Ça, c'est des barrières à l'entrée. C'est-à-dire que vous empêchez par la Constitution d'empêcher des gens qui sont algériens tout à fait. de se présenter aux élections. C'est de l'ordre constitutif du principe. C'est des barrières à l'entrée. Avançons un petit peu. Karim Tabou, une dépêche de l'AFP d'hier dit ceci. Artisan du retour à la paix en Algérie après 10 ans de sanglante guerre civile. M. Bouteflika a profité de la hausse du prix du pétrole entre 2004 et 2014 pour lancer de vastes programmes d'infrastructures et désendetter le pays. Est-ce un quiétus pour Bouteflika de la part de ses amis de Paris? Est-ce que je n'ai pas entendu votre question? Est-ce qu'une déclaration comme ça de l'AFP est un appui pour Bouteflika? En tout cas, l'annonce la semaine de sa candidature, entre parenthèses, je disais qu'il vient d'être proclamé président. Et que l'élection elle-même n'a aucun sens. Je pense qu'il a dû y avoir des concertations, des discussions et des objectifs communs. Il n'y a pas de doute. Maintenant, ce qui est à regarder en face, c'est que nous allons voir une partie de la classe politique se créer pour elle-même des scénarios. Moi, j'entends ici, par-ci, par-là, des informations, voire des rumeurs que le président est décédé, que le président est dans une situation, et puis beaucoup de gens étaient en train de chercher dans la loi. Si le président est décédé avant limite de dépôt... Monsieur Tabou, justement, j'allais arriver justement à cette question. Qui serait derrière ces rumeurs affolantes? Mais en tout cas, ça fait réaliser deux objectifs majeurs. Le premier objectif, c'est que on disait il y a un mois que c'est un pays bloqué. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de dynamique, il n'y a pas de vie politique. Et aujourd'hui, on crée une cadence par laquelle on fait semblant. On donne une apparence d'un pays en mouvement, d'un pays où il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'activisme dans les réseaux, sur Facebook. Les partis politiques, maintenant les partis politiques trouvent du plaisir à organiser des conférences de presse, à tenir des réunions, des congrès, etc. Tout ça est souscrit à cette logique d'apparence. Et la deuxième est que une partie de la classe politique se crée des petits scénarios pour des besoins de confort. Parce qu'en fait, aujourd'hui, comme l'a si bien dit mon ami Nadim, c'est que tout naturellement, après la candidature de Bouteflika, le jeu est clos. Le jeu est clos d'autant plus on sait que
le président du Conseil constitutionnel vient d'être désigné par le candidat. Mais c'est inimaginable, c'est un pays unique. C'est un pays unique, un candidat à l'élection présidentielle procède à la désignation du président du Conseil constitutionnel. Ça fait rire, mais c'est également, ça fait des choses qui vont marquer l'histoire de la science politique. On est devant des gens qui défient la politique, qui défient la science, qui défient l'histoire, qui défient tout, qui défient la biologie. Et devant cette situation, il y a encore d'autres qui sont en train de se chercher les bons prétextes pour justifier leurs attitudes, entre parenthèses, tactiques. C'est la moindre des choses que l'on puisse dire d'eux, mais en tout cas, qui n'arrange pas les affaires de la démocratie, bien au contraire, ils arrangent bien les affaires du système, qui trouvent dans ces figurants matière à émettre une image démocratique. Merci Karim Tabou. Sur la dépêche de l'AFP, est-ce qu'il y a une lecture particulière? Oui, à partir du moment où c'est l'AFP, fatalement, c'est le Quai d'Orsay. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Mais bon, les Français sont assez, en ce qui concerne l'Algérie, sont très très méticuleux et ils sont très, on va dire, prévenants et ils ne vont pas dans le cœur de cible. Il n'est pas interdit de penser qu'ils vont s'intéresser aux autres candidats aussi, ceux qui sont crédibles et capables d'apporter quelque chose. Par contre, quand dans le communiqué de l'AFP, pardon, tel que c'est sûr qu'on a eu des moments... Artisans du retour à la paix, des entêtés de paix. Non, c'est-à-dire, si on est des gens sérieux, ce que nous pensons être, c'est qu'à un moment donné, il ne faut pas être nihiliste. Ce qui a été fait, bien ou mal, c'est sujet à critique, à débat, il n'y a pas de souci. Mais on ne peut pas aller dans une forme d'opposition malsaine. Il faut à un moment donné qu'on voit l'intérêt du pays. Et El Moudjahid, alors, qui a titré hier, en gros, le président est candidat? Oui, mais ça tout le monde, on sait très bien. Quand M. Tabou dit les dés sont pipés, c'est vrai que nous vivons une problématique de système qui a on est tout à fait d'accord. Mais à un moment ou à un autre, de deux choses l'une, ou tous les candidats se retirent, et là, il n'y a aucun souci, ou alors, que fait-on par rapport à cette situation ? Si c'est pour pérorer et dire il faut que Yaka, ça n'avance pas les choses. Ça n'avance pas du tout les choses et à la limite, ça démobilise les citoyens. Nazim, l'opposition agisse, mais dans l'individualisme, comme il a été dit. Pourquoi ne pas se réunir autour d'une table et est-ce que c'est trop tard? Je voudrais quand même, avant de répondre à ce point, il y a la bénédiction française, mais il y a surtout la bénédiction américaine. Aussi. N'oublions pas que Msahel, il y a quelques jours, était aux États-Unis. Et d'après des sources dans certains cabinets internationaux, c'est à eux qu'a été confiée la rédaction de la nouvelle loi sur les hydrocarbures. Donc tout ça pour dire que dans une dictature, au fait, le dictateur, pour qu'il soit toujours maintenu, il va donner une membrane. Imaginons l'Algérie, c'est un corps, il va donner un poumon, après il va donner un rein, et c'est exactement ce qu'il est en train de faire. C'est comme Ben Salman, aujourd'hui, on va donner notre poumon, parce que si on attraque, ça reste quand même le poumon économique de l'Algérie. Et demain, il va y avoir un autre dictateur, pas Bouteflika, que le système va désigner, mais pour que, par manque de légitimité, il va demander l'appui de ces grandes puissances, ils vont encore donner un rein, ils vont donner le foie jusqu'à ce qu'ils tuent l'Algérie. Et ça s'est passé. Rappelez-vous la crise énorme qu'a vécue l'Argentine. Ça, c'est pour la continuité. Oui, sinon, les partis politiques. Pour les partis politiques, il n'est jamais trop tard. Un pays, ça ne se construit pas en un jour. Je crois qu'on l'a dit tout à l'heure. Effectivement, on a une responsabilité. Cette démarche, modestement, Rached avait déjà commencé en 2008. On a fait une rencontre. On a fait des rencontres en 2012 en Algérie. Aujourd'hui, il y a des rencontres qui se font avec les partis politiques. Il faut effectivement qu'on s'accorde sur un minimum, effectivement, qu'on se mette autour de la table, que tout ce qui nous divise soit mis de côté et qu'on se concentre sur l'essentiel. L'essentiel, c'est la légitimité, on peut converger. Effectivement, sur la démocratie, sur les libertés individuelles, sur les libertés collectives, sur l'état de droit, surtout la primauté, surtout
que l'armée, le rôle de l'armée soit défini et que un général, ماشي général اللي يعيط البريزيدون ولا يعيط le chef de l'Assemblée, c'est l'Assemblée اللي يعيط الجنرال باش يحاسبه. Et c'est pas le contraire. Karim Tabou Qasdi Merbah, le 12/7/93, a dit ceci: la jeunesse sera à même de prendre immédiatement sa responsabilité et garantir son futur. Personne ne lui donnera le flambeau du pouvoir. Oui, c'est clair. Aujourd'hui, je pense que plus que jamais, la classe politique d'abord doit prendre conscience de cette obligation historique. Mais également, l'alternative possible aujourd'hui serait que l'on fasse un inventaire sans complaisance de tous les acteurs du changement, de ceux qui militent pour le vrai changement, et engager entre nous un débat de fond, un débat dans lequel nous devons assumer nos responsabilités devant l'histoire. Merci Karim Tabou, on arrive à la fin, désolé. Merci à Teksaha, une prochaine fois. Dernier mot. Oui, je voulais dire ce que disait Nazim par rapport aux Américains. Les Américains n'ont qu'une seule doctrine: pas d'intérêt, pas d'action. Merci. Et juste pour dire que, évidemment, c'est sur instruction probablement de la présidente de la République que le PDG de Sonatrach a confié justement la nouvelle loi sur les hydrocarbures à un cabinet américain. Vous avez tout à fait raison. Merci Nazim Taleb, merci Dirou Nouron, merci Karim Tabou, merci Amira Boraoui, merci à vous toutes et à tous. Salam alaikum.